Salut, salut, j'espère que tu vas très bien, j'espère que tu m'entends. Je suis super contente d'être ici aujourd'hui avec toi, ce petit matin du vendredi, jour de Vénus. Et je t'avais annoncé dans une de mes newsletters que je viendrai aujourd'hui parler de cette notion d'inframonde que j'annonce depuis le début de la saison Scorpion. Nous sommes dans cette saison de l'année où nous sommes invités à explorer les thématiques profondes, secrètes, mystérieuses. Et moi, c'est vraiment mon rayon. J'adore faire ça. Et en considérant le climat astral qui nous accompagne, j'ai créé tout un petit parcours de réflexion à travers le contenu que je suis en train de mettre à disposition dans le programme Architecte de ma vie, à travers ma newsletter, à travers l'analyse que j'ai fait des différentes lunaisons. Et j'ai eu envie d'aborder en cette saison Scorpion plus en profondeur des notions plus en lien avec l'ésotérique ancienne et en rapport avec tout ce travail de plonger dans le profond et de sonder les mystères de l'âme et du monde invisible. Et c'est pour ça que je t'ai proposé de venir parler un tout petit peu avec toi de ce concept de l'inframonde. Parce que nous avons la croyance judéo-chrétienne que cet inframonde est quelque chose est un espace dans lequel nous allons si nous n'avons pas été des bons chrétiens et que nous méritons l'enfer. Et écoute, je n'en sais rien parce que moi, comme toi, je suis ici, j'ai tout oublié depuis que je suis arrivée par rapport à ce qui se passe après la mort. Mais je m'intéresse depuis très très longtemps justement à la métaphysique, à l'ésotérique ancienne. Et j'ai appris à lire les mythes comme ce qu'ils sont pour moi, moins de façon littérale et plus de façon totalement métaphorique sur les processus de reconnexion à nous-mêmes ou de créer des ponts avec notre âme. Et je vais t'expliquer ça. Nous venons ici et nous sommes chair et os. Nous pensons que à un moment donné, tout est matière. Et nous ne tardons pas, je pense, en fonction des personnes, mais moi j'ai commencé à avoir des questionnements philosophiques profonds autour de ma puberté et mon adolescence. J'ai commencé à me dire, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi je sens ce que je sens, enfin bref, voilà. Donc à un moment donné ou à un autre, tout être humain se dit que l'expérience matérielle ne peut pas être la seule chose qu'on est venu faire ici, qu'il y a d'autres dimensions ou d'autres trucs qu'on ne connaît pas très bien et que there's more to it. Il doit y avoir quelque chose de plus que ça. Et c'est là que on commence à s'intéresser à tout ce qui relève de la psychologie, de la philosophie, de la spiritualité de manière générale, non? C'est grâce à ces explorations et à ces recherches que nous faisons au-delà de notre champ matériel que nous conscientisons que nous ne sommes pas que dimension matérielle et qu'en effet, il y a toute une partie de nous, de notre existence qui joue et joue très fort par rapport à ce que nous faisons ici sur Terre dans la 3D. Elle joue très fort dans comment nous vivons les situations, elle joue très fort dans le type de relation que nous créons, elle joue très fort dans même l'expérience matérielle que nous faisons. C'est-à-dire comment nous gérons notre corps, comment nous gérons des trucs aussi terre à terre que l'argent, par exemple. Et du coup,
nous prenons conscience de ça, mais comment on fait pour converser avec ces autres dimensions de nous? Comment on fait pour parler avec nous-mêmes? Quelle est la façon de créer un pont entre ces dimensions invisibles de nous et cette dimension tangible dans laquelle nous nous trouvons? Et bon, il y a une myriade de disciplines à notre disposition. Hein. C'est sûr que l'astrologie, qui est celle que moi je pratique principalement, est une voie de nous souvenir. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose que nous ne savons pas quand nous sommes ici sur Terre. C'est quelque chose que nous oublions. Ça fait partie d'entrer dans le monde de la dualité et hyper matériel dans lequel nous venons apprendre ici sur Terre. Mais le fait d'explorer toutes ces disciplines, elles sont nombreuses, chacun la sienne ou les siennes, son pack, nous permet de commencer à explorer ces parties de nous qui ne sont pas visibles, matériellement parlant, mais qui jouent un rôle très important dans ce que nous manifestons dans la matière. Et dans mes explorations philosophiques, donc très abstraites, mais aussi expérientielles, donc de ma vie, de ma propre vie, de mon propre parcours, j'ai fait le lien entre cette notion de descente à l'inframonde et ces rencontres profondes avec ces parties de nous invisibles mais tellement puissantes dans notre vie. Et du coup, c'est de tout ça un peu que je veux parler, je veux évoquer tout ça aujourd'hui un tout petit peu avec toi. Je veux continuer à publier du contenu et je veux t'inviter à une expérience pédagogique que j'ai créée pour faire au cours de la rétrogradation de Mercure. Là, Mercure s'apprête à rétrograder dans deux jours. Il commence sa rétrogradation. Il est en boucle rétrograde depuis un petit moment. Et Mercure va être en rétrogradation entre le signe Scorpion, le signe de la profondeur, le signe des crises et des transformations, et Sagittaire, qui est le signe de la connaissance supérieure, le signe qui suit les crises grandement transformatrices, et le signe de la philosophie de vie, des croyances de vie, de la connaissance supérieure. Hein? Je trouve ça tellement magnifique. Et Mercure qui va être en train de rétrograder entre ces deux signes-là, je me suis dit, pour nous, c'est l'opportunité idéale de commencer à aborder des thématiques ésotériques profondes et de leur donner sens en faisant le lien avec notre propre vie. Parce que comme je te disais tout à l'heure, ces mythes, non, dans la mythologie, il y a plein d'histoires qui, si lues littéralement, peuvent paraître absolument enfantines et ridicules. Tu vois, genre anecdotiques, ah ouais, c'est mignon la mythologie. Mais si tu commences à les lire depuis une perspective ésotérique, depuis une perspective spirituelle, ces mythes sont, mais carrément, un set de consignes que nous ont laissé nos anciens pour dire, écoute, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Et ces personnages qui apparaissent dans les mythes peuvent faire référence à des archétypes collectifs, non, qui existent dans notre conception collective et globale de la vie et de l'être humain. Mais il y a aussi des récits de ces courageux voyageurs qui sont allés dans l'inframonde et qui ont vécu des histoires qui nous permettent de savoir, un peu d'anticiper, non, comment ça se passe, les trucs à faire, les trucs à ne pas faire, hein, pour revenir de l'inframonde
en toute luminosité, non? Et sain et sauf. Parce que c'est vrai que ces descentes à l'inframonde, elles peuvent être très difficiles, et je ne vais pas dire qu'elles peuvent être dangereuses, mais si nous n'avons pas les consignes, nous pouvons briser certaines lois de l'inframonde. Une des lois principales de l'inframonde étant que l'inframonde n'est pas un lieu de résidence, sauf pour ceux qui vivent là-bas. Il y a des personnages qui vivent là-bas, non? Et qui ont leur rôle archétypal. Et eux, oui, ils vivent dans l'inframonde. Mais nous, vivants, quand nous sommes appelés à descendre à l'inframonde, nous descendons pour remonter. Nous ne descendons pas pour séjourner à vie dans l'inframonde. Et tu me diras, bah ouais Milka, c'est super intéressant, mais bon, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer un peu mieux qu'est-ce que c'est ce truc d'inframonde? Et ensuite, comment je sais en ressortir, ça veut dire quoi en ressortir? Bon, moi je vais t'expliquer tout ça bien plus en détail dans les leçons que nous allons faire dans le dossier inframonde et auquel je t'invite vraiment à nous rejoindre, parce que cette fois-ci je n'ai pas eu envie de créer une expérience pédagogique de super intense dans un groupe Telegram, échange tous les jours, etc., parce que je pense qu'il n'y a pas d'énergie disponible pour faire ça. Mais j'ai quand même voulu, parce que pour moi le contact humain est super important, et je pense que il y a une dimension très importante d'apprentissage que l'on fait à un niveau collectif qui nous est insaisissable à un niveau individuel. Il y a des choses que nous apprenons en groupe que nous ne pouvons pas apprendre tout seul et individuellement. Donc, dans le contexte de ce dossier que j'ai appelé inframonde, et pour les raisons que je vais t'expliquer là tout de suite, j'ai décidé de organiser aussi des réunions collectives où nous allons avoir certains exercices pédagogiques que je vais vous proposer de façon à stimuler la conversation en petits groupes, en gros groupes, etc., etc. Et que chacun puisse verbaliser, non, donner valeur à son expérience, mais aussi s'enrichir des expériences des autres, parce que c'est vraiment ça le bénéfice du groupe. Donc comme nous sommes là sur le point d'entrer dans une phase inframonde planétaire très importante et rare, je me suis dit c'est très bien de démarrer avec la rétrogradation de Mercure, mais bon, soyons honnêtes, les rétrogradations de Mercure ne donnent pas beaucoup d'espace pour faire vraiment des changements fondamentaux. On est en train de parler de normalement une vingtaine de jours, 21, 22 jours. Tu vois ce que je veux te dire? En 20 jours, je sais qu'il y a un mythe qui a en plus déjà démontré totalement que c'est un mythe, que si tu fais 21 jours un truc, tu changes, mais non, c'est pas vrai. Pour faire des changements fondamentaux, il faut y aller bien plus loin que 21 jours. Mais bon, pour ce qui est la mise à disposition du contenu, je me suis dit que les jours de rétrogradation de Mercure, c'était idéal. Et qu'ensuite, on allait avoir d'ici la mi-mars, qui est ce moment où nous sortons de la phase inframonde planétaire, nous allons avoir nos 3 rendez-vous, non? Et nous allons avoir la possibilité de discuter et de nous raconter un peu comment nous sommes en train de vivre ces moments. Mais bon, laisse-moi te raconter, parce que là, c'était une grosse introduction, le temps que toutes ces personnes qui sont connectées, merci beaucoup de m'accompagner en direct, arriviez. Alors, hello everyone, je m'appelle Milka et je suis prof de astrologie et de métaphysique, d'ésotérique ancienne. Et aujourd'hui, je viens te parler de l'inframonde. Alors, l'inframonde est, d'après les récits mythologiques de toute civilisation confondue, un espace qui se trouve dans les profondeurs. À un niveau chamanique, ça c'est un truc que nous allons étudier dans les leçons du dossier,
il existe trois mondes. Il existe le monde où nous nous trouvons, nous, non, les humains, le monde du milieu. Il existe le monde du haut, le ciel, où se trouvent les dieux, non, qui représentent ces archétypes de la psyché que nous connaissons tous et qui représentent également certaines valeurs. Et ensuite, nous avons le monde du dessous, qui est celui qui accueille les graines, qui les nourrit, où se trouve ce qui nourrit, ce qui ensuite va germer et fleurir dans le monde du milieu. Et vraiment, c'est super intéressant parce que même à un niveau astrologique, nous avons des codes de monde du milieu, des codes astrologiques comme par exemple les luminaires et les planètes personnelles. Nous avons des codes du monde du dessous, non, de ce monde sombre et mystérieux, silencieux, comme par exemple ce que moi j'appelle les codes de l'ombre, hein, Lilith, Pluton, un grand archétype du grand en bas. Et puis nous avons des codes astrologiques qui nous renvoient vers le monde d'en haut, le ciel, le grand en haut, qui sont en lien avec les dimensions supérieures de la conscience, comme par exemple Uranus et Neptune. Tout ça, je te l'explique bien en détail dans les premières leçons du dossier, pour poser les bases. Mais je veux quand même t'expliquer ici pour que tu saches vers où nous allons. Alors, le moment astrologique que nous sommes en train de vivre en ce moment est super intéressant et rare. Et tu vas me dire, Milka, j'en ai marre. Et je vais te dire pourquoi. Et tu vas me dire, parce que ça fait 9 mois que tu dis que le moment est rare. Et je ne suis pas la seule. Hein. Je te jure que le moment est rare. Nous avons eu des dynamiques astrologiques ces derniers temps assez incroyablement rares. Et là, nous avons à nouveau une confirmation que les temps que nous traversons sont vraiment exceptionnels. Nous avons démarré l'année 2025, l'année civile, avec un passage du nœud nord par le degré 0 bélier énorme. Nous avons eu de multiples activations du degré 0 bélier et par conséquent du dernier degré du zodiaque, donc le 29 degré poisson. Tout au long de l'année, ce n'est pas fini. Bon, cette année, nous n'aurons plus, cette année civile, nous n'aurons plus des activations du degré 29 et 0, hormis le fait que Neptune se trouve à 29 degrés poisson et qu'il ne va pas aller au-delà. Il est repassé en poisson en mode rétrograde et il va rester là. Donc, le degré 29 poisson va être constamment stimulé par Neptune jusqu'à ce qu'il re-entre en début d'année civile 2026 en bélier. Mais bon, nous avons eu ces allers-retours avec les rétrogradations de Mercure et de Vénus qui se sont faites en même temps au mois de mars 2025 et où ils ont rétrogradé entre les derniers degrés poisson et les premiers degrés bélier et ils ont activé ces degrés. Dans ce degré, nous allons avoir une conjonction historique le 20 février 2026. Neptune et Saturne vont faire conjonction à 0 degré bélier. Je pense que si tu consommes de l'astro, tu es bien au courant de tout ça maintenant. Cette conjonction, elle est énorme. Cette conjonction, elle parle de quelque chose de très nouveau que nous n'avons pas fait jusqu'ici pour chacun de nous, qui nous enflamme et qui nous inspire, mais qui nous fait peur en même temps, hein, parce que c'est Saturne, qui demande beaucoup de courage, qui demande de la détermination, et qui représente quelque part une nouvelle identité, hein, parce que tout ça se tient à 0 degré bélier. Donc, quelque part, nous sommes appelés à devenir les héros de notre vie en version 2.0, tu vois, genre, et maintenant, je vais oser faire un truc totalement nouveau pour moi, qui m'inspire, j'ai cette vision, je ne sais pas si je vais m'en sortir, j'ai peur, je ne sais pas comment faire parce que c'est tellement nouveau que je ne sais pas comment faire, mais
mais je mets le paquet, non? J'ai la niaque, voilà. Et avant d'en arriver là, avant d'arriver à ce moment de faisons un truc spectaculaire et héroïque, nous avons quand même des trucs à terminer, des choses importantes à clôturer. Et elles sont tellement importantes, excuse-moi, que la clôture, elle ne se fait pas dans les derniers degrés, je sais pas, Lion, ou dans les derniers degrés Capricorne, ou dans les derniers degrés Gémeaux. Non. Ce truc qui se clôture dans les derniers degrés Poissons, qui sont les degrés les plus karmiques du zodiaque, où nous ressentons très fort, et où nous sommes en contact justement avec cette notion du tellement grand et cette conscience d'unité aussi qui est tellement difficile à saisir, hein, parce que voilà, ça reste quand même des notions très abstraites, surtout que une des tâches principales que nous venons faire, une des tâches principales que nous venons faire ici sur Terre, c'est vivre la séparation, nous détacher, non? C'est le fameux processus d'individuation. Donc, ça reste quand même très difficile, et c'est pour moi la mission la plus dure sur Terre, non, dans cette expérience incarnée, de réconciliation des paradoxes, de comment je peux rester individuel tout en comprenant cette notion d'union de toute cette conscience d'universalité à laquelle j'appartiens. C'est dur. Mais tout ça, je suis en train de te l'expliquer pour que tu comprennes le contexte que nous sommes en train de vivre. Donc, nous sommes dans un moment de grand potentiel évolutif spirituel. Nous sommes en train de clôturer quelque chose ancien et qui parle à notre dimension émotionnelle et spirituelle très fort, qui nous bouscule quelque part, qui nous fait peur, qui nous donne de la tristesse. Il y a un deuil aussi à faire dans tout ce processus, et peut-être que toi tu te sens, je pense que nous nous sentons tous d'une certaine façon ou d'une autre dans cette transition où nous sommes en train de lâcher quelque chose, et lâcher quelque chose pour de bon, en préparation à démarrer un tout autre épisode de vie, et ça, nous le portons tous à un niveau individuel, mais à un niveau collectif, nous sommes en train de le vivre également. Dans ce contexte de fin, de clôture définitive, pour nous préparer à un grand début inédit, j'ai presque envie de dire, il se trouve que Vénus et Mars, par des circonstances très synchronistiques, qui ont un cycle, ils ont un cycle avec le Soleil, c'est ce qu'on appelle le cycle synodique, chaque planète a le sien, et dans le cycle que toute planète a avec le Soleil, nous avons des phases où la planète est au plus près de la Terre, notamment quand elle est rétrograde. Toutes les planètes, quand elles sont en rétrogradation, elles sont au plus près de la Terre dans le cycle, comme on l'étudie par rapport à ce cycle triple Terre, planète, Soleil, non? Et puis, il y a des moments de ce cycle, hein, parce que la planète, elle continue une fois qu'elle est sortie de ce mouvement rétrograde, que je te rassure, c'est un effet d'illusion optique. Aucune planète ne va vraiment vers l'arrière dans l'univers, mais nous sommes placés d'une certaine façon et nous observons les planètes qui tournent autour de nous depuis la Terre. Et depuis la Terre, nous avons cette sensation qu'à un moment donné, les planètes arrêtent d'avancer, elles font comme du surplace et elles commencent à faire marche arrière. Mais en fait, c'est pas un effet juste que l'on a depuis la perspective géocentrique. C'est un effet que l'on peut observer depuis n'importe quelle planète. Si on était sur Vénus, on verrait les planètes rétrogradées. Peu importe
où on est situé dans le système solaire, sauf si on est situé sur le Soleil, bien sûr, on voit l'effet de rétrogradation à un moment donné. Mais bon, nous, on est sur Terre, donc on se intéresse à ça. Et donc, dans ce cycle, il y a la partie où la planète est au plus près de la Terre, et puis il y a cette partie du cycle où la planète va au-delà du Soleil. Ce qui, à un niveau métaphysique, est très intéressant. Elle va au-delà du Soleil, la planète. Elle passe par... Il y a le Soleil ici, il y a la Terre ici, et la planète, elle fait digiri, elle passe par ici, et là, elle devient invisible. À un moment donné, à partir d'un certain moment, depuis la Terre qui est ici, eh bien, on ne voit plus la planète. Elle disparaît pour ensuite réapparaître de l'autre côté, parce qu'elle continue son cycle. Et regarde que, à un niveau métaphysique, si nous on est ici, à la Terre, et que la planète elle est ici, de l'autre côté, la planète elle est capable de voir l'infinitude de l'univers à laquelle nous, depuis là où nous sommes, nous n'avons pas vraiment accès, tu vois. Et donc du coup, la planète, elle va dans des terrains très mystérieux. Et nous, en astrologie chamanique, on étudie ça. C'est sûr que ces phases d'invisibilité des planètes sont très très importantes parce que c'est en plus la phase au cours de laquelle la planète fait conjonction au Soleil. Elle entre dans le cœur du Soleil et elle reçoit de nouvelles consignes, de nouveaux codes de lumière qui feront partie de ce que nous devrons intégrer ensuite, non? Bon, les planètes, toutes les planètes font ces cycles, mais pas toutes les planètes entrent en phase d'invisibilité en même temps. Bon, cette année, Vénus et Mars entrent en phase d'invisibilité quasiment en même temps. Je me suis noté les dates ici, je vais te les donner tout de suite. Regarde. Mars entre en phase d'invisibilité le 13 novembre. Il sera à 6 degrés Sagittaire. Et il sortira de sa phase d'invisibilité le 16 mars 2026 à 11 degrés Poisson. Ensuite, Vénus, elle entre en phase d'invisibilité le 25 novembre à 24 degrés Scorpion. Elle sort de sa phase d'invisibilité parce que bon, Vénus avance plus rapidement, hein, parce que voilà, à 17 degrés, le 17 février 2026 à 8 degrés Poisson. Mercure est en train de rétrograder entre le signe Sagittaire et Scorpion, qui sont les signes où Vénus et Mars vont entrer quasiment à l'unisson dans leur phase d'invisibilité, donc phase inframonde, et ils vont sortir tous les deux de cette phase dans le signe Poisson, qui est là où nous avons le nœud nord de l'évolution, le nœud nord de l'évolution karmique, et où nous avons eu les multiples conjonctions, Neptune avec le nœud nord, Saturne avec le nœud nord, et bon, cette longue conjonction Saturne-Neptune, parce que tu ne la verras pas dans les éphémérides, parce que la conjonction, ils vont la faire vraiment à 0 degré Bélier, mais ils ont été toute l'année en conjonction, ces deux-là. Ils ont été toute l'année dans les derniers degrés Poisson, et quasiment ensemble, petit peu par petit peu, sont entrés début Bélier, et puis quasiment ensemble, ils sont revenus en Poisson. Et nous, on est en train de faire cette clôture pour nous préparer à ce qui vient. Et alors même qu'ils viennent de re-entrer en Poisson, alors même que Uranus, qui était aussi entré dans le nouveau signe qu'il va parcourir pendant les 7 prochaines années en Gémeaux, il est aussi revenu en Taureau. Alors même que nous sommes quand même dans un mood de planète rétrograde, donc introspection, regard intérieur, questionnement personnel, etc., etc. Alors même que Jupiter s'apprête à rétrograder, parce que Jupiter dans 4 jours, il commence à rétrograder lui aussi. Nos deux planètes, regarde, le 11, Jupiter en phase rétrograde.
Le 13, Mars invisible. Le 25, Vénus invisible. Jupiter reprend son mouvement direct le 11 mars. Le 16 mars, Mars sort de sa phase d'invisibilité. Je ne sais pas comment je te le dis. L'autre jour, je pense que j'écrivais dans ma newsletter, je ne sais pas quelle police utiliser, quelle taille et quelle couleur pour te dire que ceci est vraiment super rare. D'autant plus que Vénus et Mars sont nos deux codes de la manifestation. Vénus est l'élan yin, notre désir féminin d'attirer, de dire j'attire ça parce que je le mérite, la légitimité de recevoir, l'envie de recevoir. Et Mars, l'élan de donner, c'est le désir de donner, de sortir là dans la 3D et de faire un impact, de réussir des choses, non, de passer à l'action pour que Vénus puisse recevoir ce qu'elle désire. Et donc, ces deux planètes vont entrer en phase d'invisibilité. Et quand les planètes entrent en phase d'invisibilité, bon, en astrologie classique, on dit l'énergie, bon, on dit pas l'énergie, mais on dit les affaires vénusiennes se mettent en pause. Si c'est Vénus qui est invisible. Si c'est Mars qui est invisible, les affaires martiennes se mettent en pause. À un niveau plus énergétique, on sait que Vénus et Mars vont entrer dans cette phase d'invisibilité dans un processus de transmutation importante. C'est une transmutation qui se passe en 3 étapes. La première étape, qui correspond un peu à la descente aux inframondes, est la phase pré-conjonction au Soleil, du moment où ils sont invisibles, donc mi-fin novembre, au moment où ils feront conjonction avec le Soleil. Cette conjonction se tiendra en Capricorne, début janvier 2026. Et donc, il y a cette première phase, pré-conjonction, il y a la phase pendant la conjonction, 1-2 jours avant la conjonction, 1-2 jours après la conjonction, et après, il y a la phase post-conjonction. La phase pré-conjonction est une phase vraiment de fin, de clôture. Elle me fait beaucoup penser à l'énergie de la Dark Moon, de la lune balsamique, de c'est fini, c'est la fin, je dépose les armes, je dépose tout ce qu'il y a à déposer, parce que là, je m'apprête à un bain de renouveau, non? La phase entrée dans le cœur du soleil est une phase très solennelle et cérémoniale où vraiment nous sommes en train de recevoir de nouvelles instructions, de nouvelles consignes. Et la phase de sortie, c'est une phase d'intégration. Une phase d'intégration pas définitive, je le dis pour ceux qui sont « Ah, je vais tout comprendre entre le mois de janvier et le mois de mars ». Non, tu vas pas tout comprendre, c'est tout un processus parce qu'ensuite, Mars et Vénus amorcent la deuxième partie de leur cycle. Leur cycle est divisé en ces différentes phases. D'un côté, le moment où le cycle commence avec la rétrogradation des deux, Vénus comme Mars. Ensuite, toute la première phase du cycle, qui est une phase de vivre l'expérience, de faire des erreurs, de maladresse. Vénus, elle est dans sa phase la plus maladroite, la moins résonante avec son énergie archétypale. Vénus est énergie d'attraction, de magnétisme et de réceptivité, et quand elle est en phase étoile du matin, Vénus, elle est, moi, c'est ça ce que je veux, je fais. Non? Et ça, on l'a étudié dans des dossiers du programme, comme par exemple ton empreinte Vénus, où on a décortiqué le code Vénus pour que chacun et chacune puisse savoir dans quelle phase du cycle de Vénus, au-delà du signe et de la maison où se trouve Vénus et des aspects que Vénus fait dans le thème, il y a plein d'autres dimensions de Vénus super intéressantes à connaître, dont la phase natale. Et si toi tu es une Vénus du matin,
Tu n'es pas la Vénus de je me vais m'asseoir ici et je vais attendre que les choses viennent avec moi parce que moi ce que je vais faire c'est m'accorder énergétiquement avec le... Non, toi tu dis j'y vais, non? Parce que on poursuit notre objet du désir et il y a quand même un apprentissage très très important sur les affaires vénusiennes pour celles et ceux qui sont nés sous cette phase de Vénus. Mais donc la première phase du cycle est une phase de maladresse. C'est une nouvelle version de Vénus ou de Mars, et Vénus elle est diurne, enfin oui, elle est en phase étoile du matin, donc pas dans sa phase qui vibre avec elle, et Mars il est nocturne, donc pas dans sa phase qui vibre fort avec lui, parce que Mars il est au plus fort de sa forme quand il est visible dans le ciel, quand il est diurne, non? Une fois qu'ils font cette fameuse conjonction au Soleil pendant leur phase d'invisibilité, ils en ressortent dans leur phase la plus puissante qu'ils ont. Vénus, étoile du matin, du soir, Mars, diurne. Ça, on va le vivre. Là, incessamment, sous peu, on va vivre comment les deux disparaissent en même temps et on va vivre comment ils en ressortent plus forts que jamais. Pile au moment, en plus, pour Mars, où nous sommes en train de commencer sa saison, la saison Bélier, et l'année astrologique 2026. Moi, je dis que ça promet. Mais donc, du coup, quand les planètes sont invisibles, quand les planètes sont en phase d'invisibilité, et comme je te disais tout à l'heure, la tradition dit les affaires vénusiennes tournent au ralenti, les affaires martiennes tournent au ralenti. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, comme Vénus représente les notions de relation, de valeur, plus personne ne va ressentir de la valeur, plus personne ne va être en relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Mars, il est invisible, ça veut dire que personne, on va tous avoir une flemme monstrueuse. Non, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire que nous sommes appelés à faire plus du travail intérieur par rapport aux thématiques symboliques de Vénus et de Mars ou de la planète invisible en question. Ce qui veut dire que nous allons être moins portés vers ce qui se passe dehors. Et forcément, si de manière collective, nous sommes moins portés par ce qui se passe dehors, si moi je suis en train de travailler plus mon désir vénusien intérieurement, eh bien je suis moins intéressée par ce qui éveille mon désir là-dehors, qui peut être, je sais pas, une glace délicieuse, un week-end dans un hôtel super chouette, une paire de chaussures, un livre de ouf qui me super intéresse. Parce que nous allons être plus dans cette dynamique vers l'intérieur, vers de nous regarder, de nous poser des questions, que nous allons être est-ce que ça me plaît, ça ne me plaît pas, est-ce que je me sens valorisée là où je suis, est-ce que je me sens vue, est-ce que je me sens reconnue et aimée. Et là, c'est un moment exceptionnel pour faire du travail de l'ombre, on va y arriver. Mais d'abord, je te parle de Mars. Et pour Mars, ce n'est pas que nous n'allons plus du tout agir et que tout le monde va tourner au ralenti pendant 4 mois, c'est ridicule. Mais il y a aussi cette invitation à évaluer quelles sont ces entreprises dans lesquelles nous sommes en train d'investir notre énergie vitale, parce que Mars est en train de mettre le corps, en train de mettre la volonté, en train d'investir nos ressources pour faire des choses difficiles, parce que Mars, c'est ça. Et nous avons des ressources pour faire des choses difficiles, mais elles ne sont pas illimitées. Et pendant pas la rétrogradation de Mars, mais aussi un tout petit peu pendant la rétrogradation de Mars, mais pendant la phase d'invisibilité, les entreprises que nous lançons, les causes dans lesquelles nous nous impliquons, les combats que nous sommes prêts à aller entamer, nous donnent peu de résultats, voire aucun résultat. C'est frustrant, ce n'est pas cool, parce que toi tu t'es dit, mon Dieu, moi j'ai lancé mon entreprise et ça tourne au ralenti, j'ai l'impression que ça ne décolle pas, etc., etc. Ben oui, si tu l'as lancé avec Mars en phase d'invisibilité, c'est sûr.
Mais ceci a un objectif, ce n'est pas pour te pourrir ton projet d'entreprise ou quoi que ce soit, c'est pour que tu te poses la question, est-ce que mon investissement vaut le coup à tous les niveaux? Il n'y a pas que parce que je reçois quelque chose de l'extérieur, mais aussi est-ce que ça vaut le coup pour moi? Est-ce que je suis prêt ou prête à m'investir pleinement dans ça? Et ça, c'est des questionnements très intéressants qui vont nous occuper pendant les mois qui suivront. J'ai des questions et ensuite je vais continuer. Merci, vous êtes nombreux à m'accompagner, ça me fait plaisir. Et salut à tout le monde qui me fait coucou. On étudie ça avec les trains, par exemple, la dynamique des mouvements en physique pour les rétrogradations. Merci. Bah oui, ce n'est pas un truc exclusif de l'astrologie et de l'astronomie. Comme overdose, indigestion d'un passé qu'il est temps de déposer et de rendre définitivement à la Terre. Oui, bah justement, passons à ce point. Donc, dans l'inframonde, à l'inframonde vont deux types d'êtres, ceux qui ont quitté cette dimension matérielle, et les mythes nous en parlent de ça, qui sont ensuite, et ça c'est super intéressant, au service de ceux qui restent vivants ici. Ils servent quelque part de gardiens et de nourriture pour ces graines que nous déposons, que nous semons, que nous plantons, et pour lesquelles on cherche à avoir des résultats dans la 3D. Et tout ça, bien sûr, est très symbolique. Je ne suis pas en train de parler de la plante de tomates que tu vas planter, je parle de n'importe quel projet. Et c'est très intéressant parce que quand tu étudies des traditions anciennes, par exemple la tradition grecque, mais ceci est quelque chose qui revient dans toutes les traditions, enfin en tout cas toutes celles que moi j'ai étudiées. Après je ne suis pas une experte non plus, c'est pas mon méga champ d'expertise, même si j'ai dédié de nombreuses heures d'études à tout ça. Dans toutes les traditions que moi j'ai étudiées, le culte que l'on fait à ces personnes qui ont quitté, ces êtres qui ont quitté la 3D, est tellement important parce que c'est une façon de leur dire vous êtes important pour nous, nous comptons sur vous. Enfin, notre relation continue vivante, si tu veux. Et c'est pour ça que dans la culture grecque, par exemple, faire toute une série dans toutes les traditions, bon, je parle de la grecque parce que de nombreux mythes sortent, que l'on connaît aujourd'hui, sortent de là, mais dans toutes les traditions, c'est une déshonneur pour quelqu'un que de partir, quitter ce monde sans avoir été dûment honoré et célébré. Quelle que soit la tradition. Quelle que soit la tradition, si c'est la tradition catholique ou chrétienne que l'on connaît de manière générale tous, eh ben il y a la, je sais pas, je manque de vocabulaire pour parler de tout ça en français, mais il y a la veillée, je pense que ça s'appelle comme ça, qui est ce moment où on va voir la famille et il y a là la personne qui est partie avant de son enterrement. Les gens, ils ont le droit de pleurer, c'est un espace de vivre le deuil, de vivre sa tristesse, de parler aussi de cette personne, de comment elle était importante. Il y a des photos, il y a, bon, en fonction des pays, c'est plus ou moins sobre ou coloré, mais c'est comme un moment très solennel de célébrer la vie de cette personne et ce que cette personne, elle a apporté à ceux et celles qui étaient autour d'elle. Et ensuite, il y a la cérémonie de l'enterrement, et puis il y a aussi le fait d'avoir une tombe, ou pouvoir aller déposer des fleurs, ou il y a aussi les messes que l'on fait
de manière très régulière juste après le décès et après une fois par an pour nous souvenir, non, de cette période. C'est une façon de dire tu vis encore, ta mémoire vit encore, ce que tu as fait et ce que tu as représenté pour nous est toujours d'actualité. Nous souvenons de toi. Et en fait, ça c'est une façon de créer ces alliances avec ces êtres qui vont être en train de nous donner un coup de main du côté de l'invisible. Et ça, je trouve ça super joli. Et puis après, à l'inframonde, entre les vivants aussi. Et c'est des entrées symboliques, parce que physiquement, on ne pénètre pas en dessous, dans les souterrains de la Terre, mais nous allons visiter ces espaces de profondeur, ces espaces de noirceur et ces espaces de ténèbres. Je choisis ce mot, même si je ne veux pas te faire flipper, pour aller nous rencontrer avec une partie de nous qui est tellement vraie et souvent... de Instagram, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut me dire. Et qu'est-ce que c'est cette partie de nous? Eh bien, c'est ce que Jung, par exemple, a appelé l'ombre. J'utilise ce terme parce qu'il est connu de partout le monde. C'est l'ombre représente cette partie de nous qui est souvent inconsciente, qui est tout le temps inconsciente. L'ombre, la définition même de l'ombre est qu'elle ne se voit pas. On ne la voit pas. Elle est dans le noir. Donc, elle est inconsciente. Les processus inconscients font partie de notre développement psychologique et émotionnel et font partie aussi de l'expérience que nous venons vivre sur Terre. Mais on ne peut pas ignorer à jamais notre ombre. On ne peut pas ignorer à jamais ces parties de nous qui restent invisibles ou difficilement insaisissables. Dans cette dimension de nous, nous avons tendance à cumuler des situations qui nous paraissent quelque part non acceptables de nous. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire nécessairement qu'elles nous paraissent mauvaises, dans le sens strict du terme, mais on peut avoir des ambitions, et des ambitions très fortes, hein, et vraiment une envie de faire quelque chose de très lumineux ici dans la 3D, que nous avons du mal à assumer, et ça, ce sera aussi du contenu d'ombre. Tous ces parties de nous que nous avons du mal à dire « et ça c'est moi aussi », sont dans l'ombre. Mais nous ne le savons pas, hein, parce que justement, c'est la thématique de l'ombre. Et donc, qu'est-ce qui se passe en termes comme ça très concrets dans la vie de tous les jours? Eh bien que tout ce que nous avons, nous, cumulé dans l'ombre, nous cumulons dans l'ombre de façon à travers notre expérience de vie, mais nous venons avec un capital d'ombre de vie antérieure, et ça c'est quelque chose que l'on regarde absolument dans le thème, ok? Et donc, il arrive des situations où ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un événement où nous sommes très bousculés intérieurement parce que nous ressentons une très forte colère, parce que nous ressentons une très forte tristesse, parce que nous ressentons une très forte jalousie, par exemple. Ça nous fait peur. Quand nous prenons conscience de ça, nous nous disons mais pourquoi je me sens comme ça? Et nous avons tendance à
pointer du doigt. C'est parce que c'est l'autre, c'est la situation, parce que je suis jaloux, enfin je suis pas jaloux, mais c'est que lui, il a trop de chance, tout le monde l'aide, moi il faut que je fasse tous les trucs tout seul, par exemple. Et nous ne savons pas en fait que ces forts moments de bousculade sont des appels de l'ombre à venir voir, parce que dans notre processus évolutif, il y a des choses qui sont déjà prêtes pour être vues et intégrées. Ça fait partie de notre cheminement pour développer la conscience universelle d'union. Aller nous rencontrer avec notre ombre est la seule façon pour nous de faire ça. Je sais qu'il y a des écoles de la non-dualité et tout un discours qui, moi, me paraît hyper dangereux, parce que normalement, ce type d'école crée comme une compréhension qu'il ne faudrait pas vraiment s'incarner, et je suis absolument contre. Si on a un corps, c'est absolument parce qu'il faut être incarné. Mais pour moi, la façon la plus efficace de faire ce travail de conscience d'unité, c'est à travers la réintégration de nos différentes parts. Et tant qu'on n'a pas fait le travail de rencontrer l'ombre, on est fragmenté, on est séparé. Donc, il y a des passages dans la vie où nous prenons conscience de par exemple, exactement, ça franchement, là ça m'interpelle, ça fait 7 fois qu'on a ce type de conversation avec mon chéri, et moi, à chaque fois que j'ai cette conversation, j'ai une remontée émotionnelle, alors que c'est une conversation plutôt anodine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ou alors j'ai un énervement qui m'envahit le corps entier, ou j'ai une peur bleue, ou enfin bref, il y a une réaction très forte, non? Et du coup, dans ces moments-là, nous on se dit, il faut que je fasse quelque chose, non? Normalement, quand on est dans un processus de développement personnel, on se dit ça, on se dit, je vais m'occuper de ça, je vais me chercher un thérapeute avec qui travailler ça. Et ça, à un niveau chamanique, à un niveau ésotérique, ça équivaut à descendre dans l'inframonde de ton propre chef. Tu vas et tu ne sais pas vraiment où est-ce que tu t'embarques. La seule chose que tu sais, c'est que tu es animé par cette besoin de comprendre, de savoir, de gérer aussi mieux ce qui t'habite, parce que c'est quelque chose qui te pose problème, que tu as observé avec ton intelligence. Tu t'es dit, il y a un truc quand même, je vais m'en occuper. Et dans le travail avec le thérapeute, là, tu commences à faire contact avec des parties de toi. C'est une descente, non? Accompagnée pour les faire dans les normes de l'inframonde, parce que une des lois de l'inframonde, c'est tu ne descends jamais seul. Tu ne descends jamais seul. Et c'est très joli, parce que à chaque fois que Vénus va faire sa rétrogradation, à chaque fois que Mars entre en phase invisible, il y a des contacts avec Mercure. Là, par exemple, nous allons avoir 3 conjonctions Mercure-Mars autour de ce passage. Ce n'est pas toujours 3, mais là, pour le coup, nous allons avoir 3 conjonctions Mercure-Mars autour du passage d'invisibilité de Mars. Et c'est très joli parce que les mouvements célestes viennent résonner avec ces récits mythologiques dont une des règles est ne descends jamais seul. Et un allié qui va t'accompagner ou qui va demeurer comme ton pied-à-terre dans le mythe d'Inanna. Elle a cette amie
fidèle qui s'appelle Nin Shubar, qui reçoit ces instructions. Inanna lui dit, je descends dans l'inframonde. Si tu vois que je ne reviens pas, fais un truc. Et justement, parce qu'elle prend trop de temps à remonter, que Nin Shubar dit, il faut faire un truc. Elle m'a dit que non, c'est trop longtemps, je vais aller parler avec Enki, qui est le Jupiter sumérien. Et c'est comme ça que on envoie les petits êtres de lumière au grand en bas, que Ereshkigal, qui est la grosse méchante de l'histoire, a le temps de pleurer son deuil, et que Inanna, elle est donc ressuscitée et peut remonter dans le monde d'en haut, non? Mais voilà, c'est ces moments où nous on se dit, là il faut que je m'occupe de ça, et que je fasse un truc pour sortir de ça, pour comprendre ça, pour dépasser ça, pour régler ça, ou comme toi tu veuilles le dire. Là, c'est la modalité entrer dans l'inframonde de volontaire. On y va parce qu'on veut. On ne sait pas très bien mesurer parce que ensuite, avec les découvertes que nous allons faire dans la thérapie, que ce soit en individuel, que ce soit en groupe, que ce soit à travers les lectures que te recommande ton thérapeute, que ce soit à travers les trucs, les formations qu'il te recommande ou que toi tu choisis à côté, eh bien là tu commences à contacter avec des choses qui étaient là cachées dans ton ombre, douloureuses, des histoires, non? Et ça, c'est le début de toute une magnifique relation avec cette partie de nous. Parce que ce n'est pas parce qu'on descend rencontrer l'ombre une fois que c'est bon, moi je me la coule super douce, moi je n'ai aucun souci dans l'ombre. Non, messieurs, mesdames. Non, messieurs, mesdames. L'ombre est multidimensionnelle. Et c'est pour ça que il y a des dossiers, et je suis sûre que tu as des exemples, toi qui m'écoutes, où tu te dis, non mais attends, ça, je l'ai travaillé en psychanalyse, ça, je l'ai travaillé en hypnose, ça, je l'ai travaillé avec le thérapeute karmique, je sais pas quoi, la lecture de registre akashique, je l'ai travaillé en somatothérapie, j'ai fait de la danse-thérapie, de l'art-thérapie, et j'ai fait de tout par rapport à ça, et encore, ce truc, il est quelque part présent dans ma vie et il me demande toujours de l'attention. Là, on est dans les méga gros dossiers de notre vie. Et c'est pour ça que tu es en train d'explorer toutes les dimensions thérapeutiques pour arriver à intégrer cette partie de toi. Non? Alors là, je me pose la question, est-ce que je parlerai... Bon, parlons un tout petit peu plus de l'ombre et de la projection avant de parler des descentes où Hadès nous prend par les pieds et nous dit « Viens par ici parce que là, ça peut plus tarder. » Donc, juste pour te donner un exemple de comment fonctionne l'ombre refoulée ou réprimée et la projection. Dis-toi que toi, tu viens de vie antérieure avec une grosse charge, par exemple, d'énergie saturnine, non? Que tu viens avec un karma fort saturnin, avec un nœud sud en Capricorne, par exemple, ou conjoint à Saturne, un Saturne dans la maison 8, ou un truc comme ça. Des choses que nous, astrologues, on dit, ici on a une histoire avec l'énergie saturnine. Et bien sûr, avec tous ces codes, tu ne peux que arriver dans un contexte familial dans ta vie où la responsabilité est particulièrement appréciée. Non? Être responsable et être quelqu'un de bien. Non? Et donc toi, tu t'es gagné d'une certaine façon le respect de ta famille, l'appréciation de ta famille, parce que tu t'es créé un costume de « moi je suis responsable ». J'ai choisi Saturne, mais on pourrait appliquer ça à Mars, on pourrait l'appliquer à Vénus, on pourrait l'appliquer à n'importe quel archétype. Moi j'ai choisi Saturne. Et donc, costume que cette personne s'est fait, non? Ego, je suis responsable, moi je fais les choses, je suis fiable, je fais pour tout le monde, je suis là pour tout le monde, etc., etc.
Sauf que, hello, newsflash, tu es un être venu explorer la notion d'entièreté. Et du moment où toi tu dis je suis ça, ce qui veut dire je ne suis pas ça, tu es en train de te déconnecter de la notion de globalité et d'entièreté. Si toi tu t'es construit ce costume de je suis responsable, ça veut dire que tu n'es pas irresponsable. On est bien d'accord? On est d'accord, non? Ok. Mais du coup, le fait de toi te dire que tu n'es pas irresponsable fait que cette partie de toi qui est réelle et nécessaire pour que tu deviennes entier, parce que je te rappelle qu'on est dans une mission ici sur Terre de vivre dans la dualité sans nous laisser fragmenter par la dualité, c'est tellement difficile, fameuse réconciliation des paradoxes. Mais toi, tu dis ça ne m'appartient pas. Ça, je suis et ça, je suis pas. Donc, si ça, je suis pas, qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Donc, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Non, ce n'est pas moi, c'est la situation. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toi, le collègue que tu as, qui lui est en mode je me la coule douce et si je peux faire le strict minimum, c'est tant mieux, nanana, eh bien, il te saoule. Il te saoule parce que c'est trop irresponsable de sa part, il ne fait jamais les choses à temps, nanana, c'est toi qui termines par prendre en charge les trucs pour que ce soit fait. Tu vis mal les responsabilités. Et en fait, tu crées une notion de ta personne où tu n'as pas le droit d'être non responsable. Ce qui n'est pas du tout convenable et ni possible pour cette voie de l'intégration que tu es venu, comme nous tous, cheminer. Et donc, justement, se crée intérieurement de très forts conflits intérieurs lorsque tu as un personnage auquel tu sers allégeance et l'appel à développer la conscience de l'unité, de l'intégralité, de l'universalité. Et ces conflits intérieurs sont des portes d'entrée vers l'inframonde aussi. Que par exemple, le fait que toi tu dises que tu es une personne responsable fait que tu développes des attitudes d'inflexibilité, de rigueur excessive, de contrôle et de supériorité par rapport à d'autres personnes. Parce que tu te positionnes comme moi, je suis le responsable, vous, bande de flemmards, vous faites rien, et nanana. Tu vois ce que je veux te dire? Bon. Et arrive, alors, donc ça, c'est comme ça que fonctionne l'ombre. Alors, normalement, de façon générale, je te dis, rarement une personne toute seule, je ne connais pas tous les êtres humains du monde, mais ça fait quand même 25 ans que je suis dans cette voie, donc je m'y connais quand même pas mal. Et rarement une personne dans des conditions normales se dit « Ah bah ouais, je suis excessivement strict, rigoureux, c'est vrai que je suis hyper inflexible, c'est vrai que je suis toujours en train de vouloir contrôler tout, et ça c'est pas sain quoi. Et il va falloir que je fasse un truc. » Rarement on se dit ça. Pourquoi? Parce que notre ego, qui est fondamental pour le travail de 3D, si tu veux, qu'on est en train de faire ici, il s'est totalement identifié avec ce costume et il dit non mais attends, si on est ça, on ne peut pas être ça. Sauf que non. Sauf que toi, tu n'es pas venu faire que ça dans ce monde. Donc c'est très bien, ton costume il a pu fonctionner et t'apporter énormément de résultats longtemps dans ta vie, mais à un moment donné, arrivent les mains de Hadès qui te prennent par les pattes et te tirent vers l'inframonde et te disent...
Et arrive une situation familiale, arrive une situation sentimentale, arrive une situation professionnelle, arrive une situation personnelle, genre de santé par exemple, où même si tu veux être la même personne responsable au taquet de tout, moi je sais parfaitement qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui se passe, à quelle heure, nanana, tu ne peux plus. Tu perds entièrement la main sur la situation. Tu perds entièrement pied, en fait. Tu veux faire les choses? Moi, franchement, j'en ai fait l'expérience. Cette année 2025 a été une petite année d'inframonde léger pour moi. Enfin, léger. Hein. Parce que j'ai pu goûter pour la première fois de ma vie à une situation de vie où j'avais totalement la volonté de faire quelque chose, j'avais vraiment envie et je n'avais aucune ressource physique pour le faire. Et je dis que c'est une expérience d'inframonde pour moi parce que moi j'ai énormément d'énergie vitale. Je suis une personne qui toute ma vie a eu une énergie vitale, mais enfin je me recharge facilement. Enfin voilà. Pour m'épuiser, il faut vraiment y aller très très loin. Et c'était très dur pour moi et c'était une leçon d'humilité très très importante. Et ça m'aide bien sûr que ça m'apporte et ça m'aide dans la personne que je suis, déjà dans mon métier pour être beaucoup plus empathique avec les personnes qui sont dans des situations comme ça. Mais aussi dans ma compréhension, non, de l'unité et de l'universalité, que je peux être aussi une personne qui n'a aucune énergie vitale pour faire les choses et que ma volonté ne commande pas. Je l'ai vécu là au mois de avril, mai, juin, juillet. J'ai été en plein dans ça quand j'étais malade du chikungunya et de la dengue en même temps. Je voulais faire les choses. Parce que jusque-là, vraiment, je peux me souvenir toute ma vie, sauf des exceptions, genre j'ai chopé la crève ou j'ai eu des accidents, j'ai été à l'hôpital, mais je comprenais, tu vois, je suis à l'hôpital, je viens de perdre plus de 2 tiers de mon sang, ben c'est normal que je n'ai pas d'énergie. Mais une fois que je sortais de ça, hop là, une fois que je sortais de la crève, hop là. Et là, je voulais sortir, Et je n'avais plus de fièvre, tu vois, mais je n'avais aucune énergie pour faire absolument rien du tout. Et j'étais hyper déprimée, je te le jure. Je pleurais tous les jours sur mon canapé. Ça, c'est des passages d'inframonde. Et quand tu connais mes transits et tout ce que j'étais en train de vivre, j'avais Saturne au carré, je l'ai encore au carré de mon Soleil, opposition mon Pluton, Neptune pareil au carré de mon Soleil, opposition à Pluton, à ma Vénus, parce que j'ai une conjonction Vénus-Soleil, enfin, je suis en train de vivre cette année 2025 et le début de l'année 2026 aussi, des transits assez d'inframonde, justement. Et c'est quelque chose que nous allons étudier aussi dans le dossier inframonde. Mais donc revenons à cette personne qui a toujours dit, ben non, mais moi je suis responsable, moi je sais parfaitement gérer les choses, moi petit 1, petit 2, petit 3. Et cette personne vit une situation de vie très douloureuse, très dévastatrice. Une relation se termine, une relation importante. Elle perd un être très cher, papa, maman, tu vois, ou pire encore un enfant. Quand tu perds un enfant, moi je sais pas, je l'ai pas vécu, mais je peux m'imaginer que c'est la douleur la plus douloureuse. Et là, descente au plus profond des enfers. Et cette descente à l'inframonde n'est pas parce que tu avais ton costume de je suis le plus responsable et moi je sais parfaitement mener la baguette de ma vie. Non. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles tu es appelé à l'inframonde. Mais ce costume auquel ton ego tenait tant,
parce que il te disait c'est comme ça que nous sommes et pas autrement, n'a aucun sens dans l'inframonde. Et du coup, cette personne qui était la plus ordonnée, la plus responsable, la plus fiable, devient un foutu bordel. Et elle ne comprend pas. Et donc, c'est douloureux. Parce que, ce que je te disais tout à l'heure, c'est comme moi. Moi, j'étais la énergie vitale à la première personne. C'était moi. C'était moi. Tout le monde pensait par défaut que moi j'étais Mars en Bélier ou que j'avais plein de trucs en Bélier, alors que pas du tout, je n'ai que Chiron en Bélier. Mais voilà quoi, tu vois. Et d'un coup, petite énergie comme ça, comme si j'avais 157 ans. Je te le jure. Et du coup, je suis ça aussi. Mais je te jure, dans mes réflexions d'inframonde, je me suis dit, comment je vais faire s'il faut que j'apprenne à vivre comme ça maintenant? Si je deviens la personne qui n'a pas d'énergie vitale. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que ma vie continue. Et bon, un inframonde peut être celui où tu te sens déconnecté de ton désir. Hein. Ça, c'est un type d'inframonde aussi. Tu ne retrouves plus la connexion au désir. Et celle-là, je l'ai vécue aussi. Et c'est vraiment très douloureux. Mais moi, je n'étais pas déconnectée de mon désir. Moi, j'étais connectée à mon désir. J'avais trop envie. J'ai trop envie de continuer à vivre. Je suis pas prête de mourir demain. Bon, si c'est le cas, tant pis. Mais là, personnellement, je veux continuer à vivre ma vie. Mais je n'avais pas de jus pour faire tous ces trucs chouettes que moi, j'ai envie de faire. T'imagines? Et donc, j'ai dû apprendre. Un apprentissage très douloureux pour moi de l'année 2025 a été: tu te calmes, ma poulette. Et quand tu es là avec ta grosse bouche en train de dire oui, les apprentissages de Saturne, c'est que les ressources, notre potentiel est illimité, mais nos ressources ne le sont pas. Et je te jure que je le disais convaincue de ça. Hein, parce que c'est sûr, nos ressources ne sont pas illimitées. Mais là, j'ai goûté à ça à un niveau plus. Là, je suis allée vraiment contacter cette vérité dans le fond du fond. Et là, il y a comme un processus très grand de reconfiguration de soi. Parce que si tu n'as plus de choix que d'accepter que cette partie de toi avec laquelle tu étais suridentifié, eh bien ce n'est pas que ça. Pour reprendre l'exemple de la personne responsable, que tu te rends compte que non, que tu peux être aussi irresponsable que tu le critiquais avant, par exemple, ou aussi non fiable que tu fuyais de cette notion avant. Et ce n'est pas parce que tu as la volonté d'être irresponsable, mais parce que tu es face à une situation où tu ne peux plus agir comme tu agissais avant. Là, on est dans une démarche d'intégration de l'ombre. Là, on est dans une démarche de réconciliation des paradoxes. Et c'est pour ça que nous quittons le monde mondain, ou plutôt que nous sommes aspirés du monde mondain, parce que, comme je te dis, il y a des descentes volontaires, et il y a ces descentes où tu ne t'y attendais pas. Tu ne t'y attendais pas, mais tu es prêt ou prête pour conscientiser que ce costume avec lequel tu étais en train de fonctionner ne te sert pas pour la suite. Qu'il te faut grandir, si tu veux. Tu es dans un costume trop étriqué, non? Que non, que moi, je suis le responsable. Bon, et si tu es le responsable, si tu es le fiable, si tu es celui au taquet de tout, qui contrôle tout, alors tu es en train de rater un pan important de l'expérience de vie, qui est en lien avec les imprévus, qui est en lien avec l'improvisation, qui est en lien aussi avec la surprise. Il y a des choses bonnes là. Et tu es en train de t'interdire de vivre ça parce que tu es totalement identifié avec ce costume de l'ego. Les descentes en inframonde
nous désidentifie. C'est pour ça qu'elles sont douloureuses. Bon, elles sont douloureuses pour de nombreuses raisons. Hein. On a peur, on a des émotions très fortes, on ne se reconnaît pas, mais c'est surtout qu'on est en train de vivre une mort de nous-mêmes. Il y a une partie de nous-mêmes qui meurt dans ces expériences d'inframonde. Quand tu ressors de l'inframonde, tu n'es plus la personne qui est entrée. Et ça, c'est encore une autre loi et une autre clé de l'inframonde. Et ce deuil fait partie de ce que tu pleures et de cette sensation d'être perdu dans les descentes à l'inframonde. Parce que si je ne suis plus ça, mais je ne suis pas non plus l'opposé, tu vois, si je ne suis pas le responsable, mais je ne suis pas l'irresponsable, je suis quoi? Et comment je vais faire pour composer avec tout ça? Comment je fais de tout ça quelque chose de utile pour moi, non? Et ben ça c'est tout le processus d'intégration des expériences qu'on a vécues dans l'inframonde. C'est pourquoi il est super important de ne jamais les faire tout seul. Si tu es en train de vivre une descente en inframonde, je m'en fous si tu es thérapeute, psychologue, praticien, je m'en fous. Parce que franchement, comment j'entends en consultation, oui mais moi je suis thérapeute, je sais bien comment ça se passe. Non, non, non. Si tu es vraiment thérapeute, tu sais que nous avons besoin d'être accompagnés. Il y a d'ailleurs, seulement dans les métiers reconnus thérapeutiques officiellement, il y a la supervision, justement pour ça. Parce que tu ne peux pas être en train de... Qu'est-ce que c'est un thérapeute? Un thérapeute, c'est quelqu'un qui voyage avec d'autres personnes dans leur propre ombre, qui leur tient la main ou qui leur tient la lumière. Ah bon, après, ce n'est pas parce que tu as un thérapeute que le thérapeute fait le travail pour toi, parce qu'il y a une partie du travail, et ça c'est une autre loi de l'inframonde, il y a une partie du travail que tu feras tout seul. Alors, il y aura le thérapeute là en soutien, si tu veux, mais cette partie, tu devras la faire tout seul. Hein. Il n'y a pas de... comment dire, de volonté d'endosser des responsabilités. Dans l'inframonde, chacun se fait responsable de son propre truc. Et donc, du coup, le fait d'être accompagné te permet de garder un certain ordre et une certaine lucidité. Parce que là, on a, à nouveau, deux écoles. Il y a l'école Yang, l'école de l'ego, et il y a l'école Yin, l'école de, comment dire, je vais pas dire l'âme parce que c'est absolument pas, mais l'école de, oui, moi je vis les émotions, mais c'est un putain de chaos et une folie. L'école Yang, l'école de l'ego dit, oui, ben ce que je vais faire, c'est apprendre. Non, je vais lire des trucs et je vais m'intéresser à la psychologie et je vais faire des conférences et je vais écouter avec grande attention intellectuelle ce que mon thérapeute me dit et je vais apprendre les notions. Non, et donc je les apprends. Mais en fait, en rester là, eh bien, ce n'est pas utile. Parce que il y a une partie très importante de l'inframonde qui est de ressentir. Ressentir. On descend dans l'inframonde pour nous connecter à nos vertus féminines. Les vertus féminines sont celles qui nous viennent à travers l'émotion, à travers les affects. Ok? Donc, si tu es dans la démarche Yang de ouais, non, il faut expliquer et nanana, mais tu ne fais pas contact avec l'émotion, le travail que tu es en train de faire est incomplet. Et c'est là que nous trouvons des personnes, que moi je rencontre aussi en consultation, qui me disent « Ah oui, mais ça je le sais. Ah oui, mais ça je le sais. Mais oui, mais ça tu le sais, mais c'est pas une question de le savoir. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette information? C'est ça. Comment es-tu en train de l'intégrer? C'est ça la question qu'il faudrait qu'on se pose. Pas tant si tu sais ou tu ne sais pas. Parce qu'en plus, le piège de ce courant de il faut savoir pour comprendre,
et que on utilise ensuite ce savoir pour se bypasser. On se l'explique intellectuellement. Et ça se voit aussi, ces tendances, par exemple, dans les thèmes où il y a une dominance d'air, par exemple, comme moi, par exemple, il y a cette tendance de « Ah, ok, eh bien, si je l'explique, eh bien, je le guéris. » Non, non, non. Si tu l'expliques, tu l'expliques. Pour guérir, va falloir aussi intégrer l'autre partie, parce que sinon, on est toujours dans la fragmentation, tu vois. Je comprends, mais je ressens pas. Non, ressentir, c'est trop relou. Non, non, non. Ressentir et comprendre, tous les deux. Mais ensuite, on a l'école du yin. Le yang, comment dire, en expression maladroite, c'est la rigueur, nanana, il faut comprendre, et voilà. Quand on a compris, tout est bon. Et le yin, en chaos, c'est je ressens et je ressens et je ressens et je reste là toute ma vie. Et une des règles de l'inframonde, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est tu ne peux pas rester en résident de l'inframonde. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Mais donc, quand on est constamment dans le ressentir, sans être dans une démarche aussi de mettre de l'ordre et de la lumière yang dans ce processus, on est dans le pathos tout le temps. Et donc, ça relance et ça relance et ça irrite la blessure et on n'en sort jamais. On est dans un cycle éternel. Donc, pourquoi les accompagnements et pourquoi c'est tellement important de savoir, à un moment donné, faire appel? Et à qui? Parce que si toi, tu as une tendance plus yang de « non, mais moi, j'étudie, je mémorise et je te fais le discours », donc je t'explique la vie, eh bien peut-être que toi, tu vas avoir besoin d'un accompagnement plus yin, à travers l'art, à travers la danse, à travers le corps, à travers le sensoriel, à travers l'émotionnel. Bon, je sais que ce ne sera pas ton choix de prédilection, hein, parce que tu as cette tendance yang, mais toi, il faut que tu sois plus malin que ton ego. Et que tu dises, je suis en train de me voir venir et je sais que je kiffe comprendre. Je suis pas en train de te dire arrête de lire des livres, arrête de faire des formations. Je suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te dire que si toi, ça fait un moment que tu es en train de travailler un truc et ton approche est uniquement yang, eh bien, et que tu ne vois pas de résultat, eh bien, sache qu'il te faut mettre du yin et que le yin demande de ressentir. Et pour ressentir, il faut donner voix à l'émotion. De différentes façons. C'est pour ça qu'il y a des profs, des thérapeutes en art-thérapie, musicothérapie, danse-thérapie. Je sais pas, moi, le théâtre peut être une voie de thérapeutique très profonde que tu pourrais après débriefer avec ton propre thérapeute. Mais il y a aussi des thérapies comme ça d'art dramatique. Le travail avec le corps, de manière générale, nous permet toujours de trouver une voie de connecter avec l'émotion. Bien sûr, si tu fais du travail avec le corps, de genre je vais à la salle et je suis dans les machines comme un taré et après je sors de là et je me dis je fais du travail avec le corps, mais moi franchement non, ça c'est pas du travail avec le corps. Je suis en train de parler d'une approche vraiment de type thérapeutique avec le corps. Et si tu es de l'autre côté, si tu te rends compte que tu es constamment dans l'émotion, mais que tu n'arrives pas à en sortir, que tu ne tires pas des apprentissages de tout ça, eh bien, il te faut une aide, il te faut un allié ou une alliée de type yang, de petit 1, petit 2, petit 3, ça s'explique comme ça, dans ton thème on voit ça, dans ton human design, je ne sais pas quoi, non, tu vois, et que toi tu puisses petit peu par petit peu réintégrer ces parties de toi. En consultation, il m'arrive souvent, mais de moins en moins, mais j'ai des anecdotes, grandes anecdotes des années antérieures, où les personnes me viennent et me disent « Oui, mais moi, ça n'a rien à voir, je ne me reconnais pas du tout. » Et moi, mais ce n'est pas une question que tu te reconnaisses ou tu pas te reconnais. Enfin, si, mais si tu ne te reconnais pas du tout avec ces parties de ton thème, c'est qu'elles sont carrément dans l'ombre. Tu es en train de les projeter quelque part. Donc, au lieu de t'énerver parce que l'astrologie ne marche pas et que c'est du n'importe quoi et que tu ne te reconnais pas, au contraire, prends ton thème qui représente le contrat de ton âme,
et dis-toi où est-ce que je ne me reconnais pas, parce que c'est parti demande de toi des explorations, d'aller explorer. Et on revient toujours à la même chose. L'astrologie, de manière générale, ne te propose pas une voie de ressentir. Hein. L'astrologie va te donner des informations. Donc, c'est une voie de prendre des informations comme si c'était des pièces du puzzle et trouver où est-ce que tu vas les intégrer à cette personne que tu es. Mais c'est une voie de le faire. Ce n'est pas la seule, hein. Ce n'est pas la seule. Mais quand tu vas, par exemple, chez un thérapeute, et que un psychanalyste par exemple, et que tu commences à parler de ces trucs qui t'habitent, de ces sensations qui est blablabla, et qu'on commence à te poser des questions, et oui, et comment le rapport à tes frères et sœurs, et c'était comment le rapport à tes parents, et nanana, et décris-moi cette personne, ta mère, et que tu commences à en parler, et que l'autre sort son livre, et qu'il commence à te lire des morceaux, et toi t'es là. Waouh, c'est écrit dans un livre. Ce que j'ai vécu, c'est écrit dans un livre. Ben oui, et là, c'est ce que je te dis. C'est toi, tu es en train de vivre un truc qui te sollicite émotionnellement. Et ces rencontres avec les personnes qui savent, qui connaissent leur métier, t'apportent de la lumière qui te permet de mettre de l'ordre dans tout ça. Et donc, pour faire un bon travail, quand on est sollicité par l'inframonde, il nous faut savoir ressentir et accueillir ces émotions, mais il nous faut avoir aussi un allié qui nous permette de faire quelque chose d'utile, de productif, de lumineux avec ce processus que nous sommes en train de vivre. Et à un moment donné, il faut mettre aussi du sens. Donc, la partie yang et la partie yin du processus sont nécessaires toutes les deux pour que tu ressortes de ton expérience d'inframonde. Et je te dis un truc, tout comme les planètes invisibles, je t'expliquais tout à l'heure, ont leur phase pré-conjonction avec le soleil, conjonction avec le soleil et post-conjonction avec le soleil, les phases de descente à l'inframonde se passe aussi comme ça. On a la descente où la situation dans laquelle nous sommes et qui nous pose problème devient de plus en plus pesante, de plus en plus pesante, de plus en plus pesante. Et c'est là que, whoop là, on entre dans la phase reconfiguration, prise de conscience, face à nos réalités, face à ces trucs que l'on ne pouvait pas voir, face à cette impossibilité de faire comme on faisait toute la vie, face à cette frustration de dire tous les outils que moi je dégainais dans cette situation ne servent à rien, quoi. Phase de entrer dans le cœur du soleil, phase d'accepter, phase d'humilité de dire et maintenant commence une autre chose. Et ensuite il y a la remontée. On peut sortir de la crise forte sans être totalement sorti de l'inframonde. Il y a un chemin de sortie à faire. Ça, Orphée nous le raconte dans son mythe que je vais te raconter également dans le dossier inframonde. Et il y a aussi une règle là super importante de faire confiance au processus. C'est d'ailleurs toute la leçon du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Fais confiance à ce que tu as fait dans l'inframonde et à ce que tu ramènes avec toi. Bon, Orphée, il n'a pas fait confiance. Et c'est pour ça que son trésor, sa belle Eurydice, elle a été re-aspirée par le grand en bas. Mais ce mythe nous apprend que lorsque nous sommes en train d'émerger de l'inframonde, même si nous ne nous sentons pas genre super bien et que tout est rentré dans l'ordre, etc., etc., il faut qu'on sache respecter les processus. Les processus sont importants et il y a cette partie d'intégration, de digestion, de décantation et de petit peu par petit peu retrouver un certain équilibre après cette énorme épreuve initiatique qu'a représenté la descente au grand en bas.
Voilà tout ce que je voulais te rappeler. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si ce que je suis en train de te raconter te parle, dis-moi dans les commentaires s'il te plaît. Moi, je vais réviser ce que je t'avais promis que je t'allais dire aujourd'hui pour voir si il me reste quelque chose à te dire. Donc, la notion d'inframonde, c'est bon. Le royaume invisible et les différents paysages et les différents personnages, c'est bon. Les symptômes d'une phase d'inframonde, je pense que c'est bon, je te les ai expliqués. Quand tu perds pied, quand tu sens que tu n'as plus le contrôle, quand tu sens que c'est ce que je te disais tout à l'heure, ces outils ou ces armes de ta vie quotidienne ne fonctionnent plus. T'es là avec ton épée, et en fait ton épée, elle fait que dalle, ça sert à rien. Donc voilà, et t'es là genre, t'as l'air con, tu vois, je vais faire quoi maintenant? Ma poulette, mon poulet. It's time for a new you, qui demande d'embrasser une partie de toi où toi tu te disais non. Mais au final, quand nous sortons de l'inframonde, on va récupérer cet exemple que j'utilisais du super responsable, non? Qui a été aspiré par une situation d'inframonde où il a pu constater qu'en effet, la responsabilité n'est pas l'unique voie d'un côté, que sa volonté d'être responsable ne sert à rien dans l'expérience d'inframonde, et qu'il y a une autre partie à intégrer de lui, ou d'elle, ou de cette personne, qui en plus, et c'est ça ce que j'adore des traversées à l'inframonde, et ça, c'est ça que j'enseigne dans les voyages de Vénus, parce que dans les voyages de Vénus, on vit ces processus initiatiques sur 18 mois à raison d'une rencontre mensuelle. C'est que nous devenons plus humains, nous devenons plus riches, nous devenons plus empathiques, plus compatissants, nous devenons plus vrais, nous devenons moins des machines. Parce que quand ce monsieur, par exemple, de hyper responsable, où lui, il ne s'est jamais autorisé à être le non responsable parce que, comme je te dis, dans sa société, dans la société dans laquelle il a grandi, dans ses histoires de vie antérieure, dans sa famille, être le responsable, c'était ce qui avait une valeur, non? Et pour garder cette valeur, lui, il s'est étriqué dans ce costume. Il est en train de devenir inhumain avec ceux qui n'ont pas la possibilité d'être aussi responsables que lui, avec ceux qui sont en train de vivre une autre expérience de vie qui n'est pas du tout en lien avec la responsabilité, qui s'autorisent à vivre les surprises de la vie et à être en fluidité. Mais lui, ça, quand il est dans son costume et qui est en train de critiquer tout ce qui n'entre pas dans sa vision égotique de la vie, il devient inhumain. Il n'est pas en train de voir les autres comme ils sont. Il est en train, quelque part, d'imposer son cahier des charges aux autres. Mais combien d'autres fois on fait ça? Toi, réfléchis à ces situations de vie où toi, tu te dis que les choses étaient comme ça et que tu ne laissais pas exister les autres ou la vie telle qu'elle est parce que je n'accepte pas et c'est comme ça qu'il faut faire. Et on devient ultra rigide et cruel quand on est habité par l'ego. Et en fait, les descentes au grand en bas viennent nous rappeler que non, la voie de l'ego, ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes ici. The whole point, ce n'est pas ça. The whole point, c'est être en communion avec notre multidimensionnalité. Pas juste l'ego et la 3D. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ces descentes servent à ça. Et donc cet être qui était ultra rigide et qui avait des règles super importantes de la vie et qui vivait dans des absolus, des oui, ça jamais, ça moi toujours, etc., etc. Après cette descente à l'inframonde, si la descente a été qualitativement faite, parce que si on ne sait pas la faire, si on manque de conscience, si on n'est pas accompagné, eh bien on peut en ressortir très irrité, on peut en ressortir en disant mais c'est quoi cette merde qui m'est arrivée, jamais plus je veux vivre un truc comme ça, et nous rigidifier davantage quand le cas de la rigidification. Mais si vécu
consciemment et si fait le nécessaire pour donner sens à cette expérience, cette personne a une deuxième chance de vie. Ou dans ce nouvel épisode de vie, eh bien, il n'y a pas que la responsabilité. Elle s'autorise à ne pas être toujours au taquet de tout. Elle autorise les autres à exister sans que ce soit elle qui décide ce que les autres devraient être en train de faire ou pas faire. Elle s'autorise à vivre un peu plus dans une cadence plus fluide avec la vie. Et donc, elle découvre une autre partie de vie. C'est ce que une de mes astrologues préférées appelle « the unlived life », la vie non vécue. La vie non vécue dépend de ce que tu ranges et enfouis dans l'inframonde, et ces aspirations de l'inframonde pour que tu descendes et tu reprennes ces parties de toi, c'est des opportunités pour que tu vives des vies que tu n'as pas vécues jusqu'ici. Tu comprends? Je sens que je n'ai pas souvent respecté les processus de remontée. Eh bien, moi non plus. Pour tout te dire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je t'ai parlé des phases d'inframonde de Mercure, de Vénus et de Mars dans les mois à venir. Nous sommes dans un moment exceptionnel pour faire ce travail. Le travail non seulement de comprendre, tu vois, mais ensuite d'aller ressentir. À chaque fois que toi, tu te trouves devant une facette de toi et que tu es ému par cette facette de toi, parce que ça te fait de la tendresse, parce que ça te fait de la peine, parce que tu te dis, oh là là, qu'est-ce que ça a été difficile ce que j'ai vécu à cette époque-là, que tu as en toi une émanation de vertu, de ces vertus féminines, de bonté, de compassion, d'accompagnement, de compréhension profonde, de compréhension féminine, tu es en train de guérir. Tu es en train de guérir. Alors que cette voie soit par l'astrologie et l'ésotérique avec moi, ou qu'elle soit par quelque autre voie que tu choisisses, sache-le, que ce n'est pas parce que tu penses à cette jeune de 20 et quelques années qui s'est fait larguer et qui en a bavé, et que il y a la tristesse qui remonte en toi. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose à regretter, ce n'est pas quelque chose à cacher, mais plutôt quelque chose à accueillir et à célébrer. Que tu puisses repenser à ces épisodes de ta vie et que tu puisses te connecter avec quelque chose, avec cette partie humaine de toi et embrasser ces épisodes de vie. Ça fait partie de la guérison. C'est ça que tu es en train de faire. Tu es en train de guérir. C'est pour ça qu'on descend à l'inframonde. On descend à l'inframonde pour guérir, en fait. Je te réinvite à venir te joindre à nous pour cette traversée de l'inframonde, pour ces 3 tables rondes que nous aurons. Nous aurons une table ronde fin novembre, nous aurons une table ronde fin janvier et une dernière mi-mars. C'est les points, disons, magiques de cette traversée de l'inframonde par Vénus et par Mars. Et entre-temps, il y aura le contenu que tu pourras utiliser d'abord pour prendre de la lumière et dire, ah ok, les codes sont ceux-ci, et ensuite pour aller voyager dans ton passé, dans ta biographie, et aller comprendre ces moments et commencer à les embrasser, à les intégrer. Ok? Donc voilà, ce dossier, il est déjà disponible. Je laisserai le lien quelque part ci-dessous sur YouTube, sur Insta, dans mon lien en bio. Et les architectes, vous allez recevoir un email ce soir pour vous dire que l'accès est ouvert et que vous puissiez commencer à venir, parce que la première leçon sera publiée le dimanche 9 novembre, et il y aura une publication un jour sur 2. Thank you Milka pour ce live, toujours des pépites de lumière, avec grand plaisir. Je suis très contente que ça vous ait aidé, et je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.